Bonjour à tous, on est aujourd'hui avec Benoît Saint-Laurent, nomade digital depuis 2 ans. À peu près, oui. À peu près 2 ans. Alors Benoît, raconte-nous comment tu es devenu nomade digital. En fait, moi, avant de devenir nomade, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait beaucoup voyager, mais à cause des études, puis des responsabilités et tout, ça a été difficile pour moi de voyager dans les dernières années avant que je fasse le move comme étant nomade. Donc, c'est tout le temps quelque chose qui m'intéressait. Puis, j'ai tout le temps eu une passion pour le marketing aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Moi et Ambroise, on s'est rencontrés, en fait, je m'en rappelle, c'était un soir d'hiver super froid à Montréal dans un restaurant de soupe vietnamienne. Puis moi qui étais moi qui étais avec Gabriel Tassé d'ailleurs, que je salue, je t'appelle bientôt. Donc, c'est ça, dans le fond, on parlait, puis toi, le lendemain, je pense que tu partais pour la Thaïlande pour faire justement l'expérience digital nomade. Puis moi, ben, je travaille dans le marketing web. J'avais une agence de marketing web avec Gabriel. Puis là, je t'écoutais parler. Puis j'ai tout le temps été quelqu'un qui a toujours été intéressé par le voyage, par tout ça. Donc là, je t'écoutais parler, puis je me disais, c'est vrai, il a raison, mon travail, je peux le faire à distance. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a tout le temps resté dans la tête. Puis là, après ça, on parle, mettons, plusieurs mois plus tard. J'ai finalement décidé de t'écrire sur Facebook. Je disais, écoute, je sais pas si tu te rappelles de moi, Ambroise, blablabla, on s'est rencontrés, on est allé prendre un verre, je t'ai posé quelques questions parce que je savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais. Mais c'est quelque chose que je voulais faire, puis ça m'a pris du temps. Lorsque ça s'est fait, ça s'est fait naturellement. Puis si c'était pas tes conseils, puis si c'était pas du fait que on s'en était parlé, on se parlerait pas aussi en ce moment en live. Beaucoup, ouais. C'est ça qui est intéressant. Les gens vont partout à travers le monde, puis des fois, on finit par se rencontrer. Comme par exemple, en décembre dernier, moi et Ambroise, on a organisé une conférence sur justement expliquer c'est quoi le lifestyle de digital nomade et tout. On a fait ça à l'arrache un peu, mais ça s'est super bien passé. Il y a eu beaucoup de participants, beaucoup de bonnes questions. C'était vraiment le fun. Raconte-nous un peu ton histoire et comment tu as atterri en Roumanie. Ouais, ben en fait, c'est ça, en fait, pour raconter un peu mon histoire vite faite. Quand j'ai décidé de partir, mon but c'était de partir en Thaïlande. C'est ça que j'ai fait aussi. Initialement, je m'étais dit, je vais partir seulement 6 mois. Puis après ça, je vais revenir au Québec, je vais continuer à faire mes trucs et tout. Puis j'ai juste besoin de ce temps-là euh, euh, pour découvrir un peu. Puis finalement, ben, après 5 mois, je me suis dit, ouais, non, OK, c'est peut-être pas, je me sens pas à l'aise à retourner encore au Québec. J'aime beaucoup le mode de vie que j'ai, puis j'ai tout le temps aimé voyager, donc c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Puis plutôt que de retourner au Québec, parce que j'avais un billet de retour, j'ai changé mon billet pour aller, dans le fond, en Europe, parce que j'ai rencontré un Roumain, dans le fond, de Roumanie, en Thaïlande, avec qui travaille pas mal dans le même domaine que moi. Donc, on s'est échangé beaucoup de trucs à travers le temps, puis on était intéressés à travailler ensemble sur un projet. Donc là, Thaïlande, début d'été, il commence à pleuvoir, il pleut, il pleut. Puis là, je me suis dit, ouais, toutes les nomades, parce que ceux qui veulent devenir un jour nomade, aller à Chiang Mai en Thaïlande, c'est la capitale des nomades. Les nomades, pendant la période de l'été, tendent à partir. Donc, je me suis dit, je vais faire la même chose. Maintenant, où est-ce que je vais? J'ai pensé un peu, puis après ça, je me suis dit, l'Europe, qui je connais. Puis là, finalement, j'ai texté par hasard mon pote de Roumanie, puis j'ai demandé comment ça se passe dans la ville où tu es, etc. La ville s'appelle Cluj-Napoca, c'est là où j'habite présentement. Puis, super belle ville, gros espace de travail de coworking. Pour moi, c'était super important. Puis je me suis vraiment plu. J'étais supposé passer un été là-bas, puis finalement repartir en Thaïlande après. Puis ça fait un an que je suis là. Donc on peut voir que mes plans, des fois, quand je me fais des plans, c'est pas toujours ça qui arrive. Puis d'ailleurs, là, ça fait un an que j'habite là, mais je déménage à la fin du mois, en fait. Un autre gros départ, là, cette fois-ci pour la belle île de Chypre. Ouais, ça va être ça va être un beau départ. J'adore la ville de Cluj ici, c'est super cool, mais des fois, c'est cool d'essayer des nouvelles choses. Puis c'est pas une super grosse ville, mais très, très belle ville. Il y a beaucoup de gros festivals, il y a beaucoup de coworking, il y a beaucoup de. Tu sais, par exemple, dans mes espaces de travail, Uber ont un bureau là. Il y a beaucoup d'outsourcing provenant des compagnies d'IT en Europe ou aux États-Unis, peu importe. Ce qui est intéressant parce que tu peux rencontrer du monde qui font un petit peu la même chose que toi ou peut-être dans un domaine un petit peu différent, mais qui peuvent quand même échanger des informations. Puis je pense que la valeur dans un coworking space, c'est vraiment là. C'est quand tu as du monde autour de toi qui te permettent de devenir meilleur, d'obtenir plus d'informations sur certains trucs, plus de knowledge, comme ils disent en anglais. Euh, Puis aussi de l'entraide des fois. Puis non, c'est vraiment cool. Ça va être différent un petit peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de coworking space là-bas. Donc ça va changer un petit peu. Mais j'en ai trouvé quelques-uns, mais ils sont quand même assez dispendieux pour ce que c'est.
Mais je m'en fais pas trop avec ça. Je suis le genre de personne qui trouve des solutions une fois rendu sur place. C'est sûr que je m'informe beaucoup, mais c'est pas la première fois que je vais là-bas non plus. Ça va être ma troisième fois, donc je sais dans quoi je m'embarque. Puis j'ai tout le temps voulu commencer à faire du kitesurfing. Ça, tu as besoin de faire ça sur l'eau. Puis évidemment, à Cluj, ici, il n'y a pas beaucoup d'eau, donc c'est quelque chose que j'ai tout le temps voulu faire, puis que voilà, le temps est arrivé pour essayer. Donc avant, tu avais ton agence, maintenant, tu fais quoi? Je fais à peu près la même chose, mais de façon un petit peu différente. Tu vois, quand j'ai commencé ça avec Gabriel Tassé, justement, Click and Mortar, quand on a commencé, on était tous un peu nouveaux dans le domaine du marketing web. Tu sais, on avait déjà lu sur le sujet, on avait déjà fait des petits mandats ici et là, mais lorsqu'on s'est vraiment plongé, c'était quelque chose de nouveau pour nous autres. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de nouveau pour moi aussi. Je n'avais jamais pensé un jour me lancer en affaires. C'est le genre de personne qui aurait toujours pensé devenir un employé, puis vraiment avoir des petites choses tranquilles. Puis ouais, tu finis par lancer ça, goûter au plaisir que c'est. Puis ouais, je regrette vraiment pas mon choix. Mais quand on a commencé, moi et Gabriel, on faisait euh, beaucoup de publicité en ligne. C'est quelque chose que je fais encore énormément. C'est mon pain et mon beurre, en fait. Puis on a vraiment, il y a plusieurs aspects en marketing web que tu peux aborder. Tu peux parler, par exemple, euh, du SEO, du référencement organique, comment bien se positionner sur Google, la publicité sur Facebook, la publicité sur Instagram, la publicité sur Google, la publicité sur C. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais nous, on avait commencé, on voulait se concentrer seulement sur la publicité en ligne, création de site web, puis du référencement un peu aussi. Puis à travers le temps, ben, je pense que ça a pas mal resté la même chose. Mais après un bout de temps, comme je te dis, ben, les choses allaient super bien en passant. L'agence, elle a monté vraiment vite. Gab, Olivier, c'est tous des gars super travaillants, donc les choses ont vraiment bien parti. On avait tout le même mindset là-dessus. Par contre, on a des façons de voir les choses un petit peu différentes, puis des goûts différents aussi. Moi, j'avais vraiment le goût de voyager. Puis avoir une agence, c'est beaucoup de responsabilités. Il faut le faire pour le savoir. Tu as des employés qui comptent sur toi. Tu as des partners qui comptent sur toi aussi. Donc, tu sais, il y a beaucoup de choses comme ça. Puis je me sentais peut-être pas 100% prêt à faire ça. Je me sentais définitivement prêt à travailler en marketing web. Je sais que c'est ça que j'aime. Puis je le vois que c'est un domaine qui est fait pour moi. Mais j'avais vraiment le goût d'essayer de voyager puis de faire un peu ce que tu as fait. C'est vraiment toi qui m'as donné l'eau à la bouche. Donc, ouais, donc c'est ça. Fait qu'à un moment donné, on s'en est parlé. Puis ça s'est super bien passé. Quand je suis parti, dans le fond, je fais la même chose qu'avant. Je fais beaucoup de publicité sur Facebook, beaucoup de publicité sur Instagram, Google, gestion des médias sociaux des fois aussi, beaucoup de stratégies de contenu pour les clients. C'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Dans le fond, c'est la même chose. Je fais juste ça à distance. Donc, c'est sûr que je ne vois pas mes clients en face à face, mais je fais beaucoup de Skype. Je peux vous donner plusieurs techniques là, sur comment avoir une bonne communication avec les clients à distance. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Non, c'est ça s'est super bien passé. Avant de partir, j'ai pris mon temps pour avoir assez de clients, pour préparer mes choses comme il faut, savoir un peu où j'allais, quel genre d'outils j'allais utiliser. Évidemment, je t'ai consulté beaucoup pour ce genre d'informations-là. Ouais, c'était vraiment un beau départ. J'avais vraiment peur au début. Là. C'est fou. C'est pas idée. Et puis Benoît, raconte-nous un petit peu tes histoires de visa en Thaïlande, là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, les fameux visas en Thaïlande, c'est toute une histoire. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous voyagez en Thaïlande, ça, si vous êtes Canadien, évidemment, si vous êtes Français aussi, je crois que c'est la même chose, mais certains pays ont des restrictions un petit peu plus sévères. Mais en tout cas, pour les Canadiens puis occidentaux, tu as droit à 30 jours. Lorsque tu arrives en Thaïlande, ils te donnent un visa de 30 jours, puis après ça, il faut que tu partes du pays. Tu peux le prolonger une fois, mais il faut que tu partes du pays après ce temps-là. Sinon, ben, tu peux avoir des problèmes avec les autorités thaïlandaises. Mais là, le truc, c'est que si tu quittes le pays pour une seconde, comme aller au Myanmar, par exemple, ou aller faire un aller-retour en avion, peu importe, et que tu reviens au pays, là, à ce moment-là, tu as droit à un autre 30 jours. Donc là, c'est un petit peu bizarre parce que dans la communauté nomade, on appelle ça un visa run. C'est fou, à Chiang Mai, il y a même des compagnies de bus qui organisent puis je l'ai fait une fois, des genres de bus privés pour se rendre jusqu'au Myanmar parce que c'est pas trop loin. Puis de là jusqu'au Myanmar, dans le fond, ils t'attendent genre 45 minutes, une heure, tu passes la frontière, tu reviens, puis après ça, ben, tu retournes en Thaïlande, tu as ton autre 30 jours. Je l'ai fait à quelques reprises. Mais oui, le Visa Run, c'est quelque chose qui est pas évident. Si je peux vous donner un conseil, avant de partir, moi, c'est quelque chose que je n'avais pas fait, puis j'aurais vraiment dû faire, c'est me renseigner plus sur les visas, puis appliquer peut-être pour un visa qui est un petit peu plus, comment je peux dire, pertinent pour ce que je voulais faire, parce que
Oui, un visa, ça coûte de l'argent, mais faire un visa run, quand tu commences à calculer, ça coûte aussi, puis c'est beaucoup de temps aussi, beaucoup de temps. Tu sais, à chaque 3 semaines, il faut que tu quittes le pays, etc. C'est pas toujours évident. Donc, si je peux donner un conseil pour personne qui pense aller en Thaïlande pour une durée d'un peu plus d'un mois, ce serait de procurer peut-être un visa approprié pour vous. Puis, il y en a vraiment des spéciales. Là. Tu peux faire un genre de visa arts martiaux, ça te donne jusqu'à comme 12 mois, je pense. Tu peux faire un visa pour apprendre à faire des massages ou apprendre le taille, etc. Puis, il faut que tu ailles voir le bureau de l'immigration, je pense, une fois par mois pour confirmer que tu as fait ci et ça, mais c'est pas si compliqué. Mais oui, c'est toute une histoire de visa là-bas. Et puis Benoît, tu parlais de bien communiquer avec ses clients à distance. Ce serait quoi tes conseils à ce sujet-là? Pour la communication, c'est sûr que ben, les courriels, c'est toujours ce qui est le plus important, évidemment. Ça dépend. Il y en a des fois qui vont faire un trip de nomade digital où c'est leur compagnie qui les laisse partir. À ce moment-là, généralement, vous avez déjà des outils de communication sur place. Mais pour les personnes comme moi, entrepreneurs ou freelancers ou peu importe, pour avoir des appels avec les clients, moi, le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'être sur toutes les plateformes le plus possible parce qu'il y a des clients qui préfèrent utiliser Google Hangout qui est une super bonne. Moi, c'est ma préférée. Ça te prend juste un compte Google, chose que pas mal tout le monde a, pour pouvoir participer. Tu envoies un URL, ça crée une vidéoconférence comme sur Skype, mais ça lag. Il y a le lag, je pense, il y en a un petit peu moins. Remarque qu'avec Skype, j'ai jamais eu de problème dernièrement non plus. Mais oui, non, c'est ça. C'était la première, c'est le premier software. Évidemment, après ça, il y a Skype qui embarque. Skype, c'est un classique. Avec Skype, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux le faire avec d'autres applications, par contre, c'est que tu peux aussi avoir un numéro canadien puis faire des appels. Dans le fond, je pense que c'est 30 sous la minute, ou je me souviens plus exactement c'est quoi le montant. C'est pratique si vous avez des clients, des fois, qui sont un peu vieux jeux puis qui n'utilisent pas les autres plateformes ou qui ne sont pas intéressés par ça. Là, à ce moment-là, tu peux les appeler comme une landline normale. Sinon, il y a Skype normal, bien entendu. Mis à part ça, j'utilise beaucoup plus dernièrement FaceTime Audio. C'est pratique parce que beaucoup de personnes ont des iPhones, puis la qualité est vraiment, vraiment, vraiment bonne. La personne, elle n'a pas besoin de se créer un compte quelque part, elle n'a pas besoin de downloader une application ou quoi que ce soit. C'est intégré dans le téléphone, puis ça fait comme un appel téléphonique normal. La seule chose qu'il faut faire attention, par contre, c'est avec FaceTime Audio. Moi, c'est drôle parce que je suis en Roumanie, ce qui est comme un pays complètement différent d'un pays occidental, on pourrait dire. Je suis en Europe de l'Est, mais pourtant, mon Internet est on point. C'est un des pays où l'Internet est le plus rapide. Même chose pour la Thaïlande aussi, c'était super rapide. La seule affaire avec le iMessage, FaceTime Audio, chose que je vous conseille de faire, c'est dire au client de le mettre sur le 4G s'il y a assez de données sur son plan, parce que sinon, ça peut couper, puis tout le kit. Puis là, ben, même si c'est pas de ta faute à toi, parce que ta connexion Internet est super bonne, puis que tu t'es préparé d'avance pour ton appel, puis tout, ça reste quand même que c'est le client qui va dire bon, ben là, c'est compliqué de travailler avec cette personne-là, ça marche pas, il y a ci, il y a ça. Donc, ça, ce serait la chose à considérer si vous voulez utiliser le FaceTime Audio, dire au client d'allumer la 4G puis de fermer le Wi-Fi. J'ai souvent eu ce problème-là, des communications qui coupaient. Puis après ça, vu que je vendais des cellulaires auparavant, je comprenais un petit peu la logique derrière ça. Donc ouais, c'est pas mal les outils que j'utilise le plus pour les appels. Autre chose aussi que je conseille d'utiliser fortement, c'est ça passe pas rapport à la communication nécessairement, mais Google Calendar, c'est quelque chose qui peut des fois te sauver une vie. Parce que des fois, on oublie. Quand tu vas en Thaïlande, par exemple, tu as 11 ou 12 heures de délai avec tes clients. Donc, des fois, il est 10 heures du soir, puis tu avais cédulé un appel avec un client, puis finalement, tu oublies parce qu'il est 10 heures. Ça peut arriver des fois. Donc, c'est bon d'être vraiment à l'affût sur son calendrier, puis de remplir le plus possible. Mais il y a des fois, 5 minutes avant, je me reçois ma notif. Je dis, c'est vrai, il fallait que j'appelle cette personne-là, je m'en allais pour retourner chez moi, peu importe. Donc, vraiment, vraiment, vraiment pratique. Ouais. À la façon de communiquer avec eux, est-ce que tu mets des limites? Comment tu gères tout ce qui est décalage horaire? Ouais. Ben ça, c'est sûr que c'est touché un peu comme sujet parce que d'un côté, on a tous droit à avoir une vie privée puis de faire nos propres trucs puis faire nos choses dans le fond. Mais il faut quand même être le plus disponible possible avec les clients parce que c'est pas sa faute à lui si toi tu as décidé d'aller travailler à l'étranger. Je pense que ça c'est la réalité qu'il faut comprendre. Faut pas se dire comme regarde moi c'est ça ou c'est rien. Fait qu'il faut être prêt à mettre un petit peu plus d'eau dans son vin côté disponibilité. Ça c'est définitif, dépendamment des fuseaux horaires bien entendu. Mais oui, moi ça m'arrivait souvent de finir tard le soir, mettons 1 heure du matin, 2 heures du matin. Parce que j'avais certains appels à faire. Mais un truc que je peux donner, c'est de sensibiliser les clients dès le début au fait que vous avez vraiment, ben là en ce moment j'ai 7 heures, mais 7 ou 8 heures, peu importe, 12 heures de délai pour ajuster vos conséquences d'appel en ce moment-là. Fait que vous vous dites, OK,
je sais qu'à partir de ces blocs d'heures-là, moi, je peux appeler mes clients, c'est mon temps de la journée où je les appelle. C'est Mhm. tôt pour eux autres, c'est le matin. Pour moi, c'est la soirée, parfait, rock and roll. Sauf que, oui, si tu continues, si tu fais comme ça, c'est sûr que tu peux éviter beaucoup de friction. Puis les attentes sont vraiment claires à ce moment-là aussi. Donc, ça, c'est l'avantage. Mais ouais, ça prend beaucoup d'organisation, c'est de se dire lundi, mardi, mercredi ou peu importe le meilleur temps, je suis disponible pour les appels. Sauf que, tout dépendant de votre métier, des fois, c'est ça qui peut être plate. C'est que moi, mettons, j'ai des clients et je leur dis, OK, envoie-moi tel truc, on va faire telle campagne. Puis, des fois, je reçois le courriel, mettons, pour eux autres, c'est la fin de l'après-midi, ils me disent, est-ce que c'est correct? Mais là, j'ai le courriel, moi, chez moi, il est genre 11 h du soir, je m'apprête à aller me coucher, puis là, je suis comme, est-ce que je réponds ou je réponds pas? Quand c'est des affaires qui sont vraiment, vraiment urgentes, puis que des fois, j'ai comme pas le choix de répondre là parce que quand je vais me réveiller le matin, les autres, ils vont déjà dormir, puis là, ça va faire ralentir un peu le processus Ouais, pour la mise en ligne d'une campagne ou peu importe. Là, à ce moment-là, c'est sûr, je mets beaucoup plus d'eau dans mon vin. Mais ouais, non, c'est une autre chose qui est importante, c'est de se donner des limites aussi. Parce que sinon, tu finis jamais de travailler parce que tu reçois tout le temps des courriels à certaines heures. Fait que moi, généralement, surtout dans les derniers temps, quand c'est le soir, des fois, je mets mon téléphone pas sur off, mais tu sais, je mets la petite lune sur mon iPhone puis je m'assure de pas me faire déranger. Mais si tu es à la jour sur tes trucs et tout, ça ne change rien. Après, il faut juste savoir dealer avec ça un peu. Ok. Yes. C'est des bons conseils. C'est sûr que ça peut aider, même si des gens sont juste en voyage, mais avec des amis, appeler sa famille, tout ça, c'est toujours bon de savoir comment gérer ça. Mm-hmm. Et puis, ouais, tu as parlé de Skype avec les numéros canadiens, par exemple. Moi, j'ai déjà utilisé aussi une application qui s'appelle Fongo, Ouais. qui te génère en fait un numéro de téléphone. En tout cas, ça marche ici au Québec, là. Ouais. Moi, je sais c'est quoi. Ouais, pour appeler par Internet, c'est pas mal. Donc, il y a différents trucs comme ça. Je voulais savoir aussi, donc toi, tu fais des publicités en ligne. Ce serait quoi tes principaux conseils que tu donnerais aux gens pour leur publicité en ligne? Pour l'entrepreneur ou la personne qui veut commencer à faire des pubs? Pour les deux, écoute. Ouais, à ce moment-là, mettons pour l'entrepreneur qui veut faire la pub pour lui-même ou pour la personne qui veut commencer à faire de la publicité en ligne sur Facebook, le premier conseil que je peux te donner, à quelqu'un, c'est de s'armer le plus possible d'informations. C'est vraiment là le nerf de la guerre parce que les plateformes sont quand même faciles d'utilisation. Monsieur, madame, tout le monde peut utiliser Facebook Ads Manager ou peu importe, à une certaine mesure, ou AdWords même. Mais connaître les stratégies, puis choisir les bonnes fonctions, choisir les bons objectifs de campagne, etc. C'est là que ça requiert beaucoup d'informations. Puis tu sais, c'est facile de dépenser des sous dans Facebook. Oui. Puis finalement, comme ça peut partir vraiment vite. Donc c'est bon avant de le faire, au moins de s'armer un peu d'informations le plus possible. Puis tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'avais pas vraiment d'expérience, mais quand on est allé voir les clients et tout, on leur disait on va vous faire ça, pas de problème. On était sûr de notre shot, c'est comme un peu pas le concept, là, mais il y a comme un proverbe, peu importe, qui dit fake it till you make it. Tu sais, c'est vrai, c'est ça que j'ai fait un peu. J'avais aucune expérience, je leur ai dit je vais vous le faire, pas de problème, ça va être facile, ça, mais c'est parce que je m'étais beaucoup informé, j'avais vu ce que les autres faisaient. Fait que j'étais confiant dans le fait que j'étais capable de faire mieux qu'un autre. Puis non, c'est ça, c'est vraiment de foncer. Au début, c'est compliqué, c'est facile de se décourager des fois. Parce que quand tu fais de la pub en ligne, ce qui est plate, surtout si tu le fais pour un client, c'est que t'es pas, même si tu mets la meilleure stratégie en ligne possible, tu mets le plus d'efforts possible, des fois, tu n'auras pas nécessairement une campagne qui va performer parce que tu n'as pas contrôle sur tout. Tu n'as pas contrôle sur les compétiteurs, tu n'as pas contrôle sur le prix du client, tu n'as pas de contrôle sur le marché en général. Donc, même si tu fais de quoi de super fancy, des fois, ta campagne va être mauvaise. Fait que moi, ça a été ce qui était vraiment le plus dur au début. C'était d'apprendre à dealer avec ça parce que des fois, moi, pas que je le prenais personnel, mais je me disais, si tu fais de quoi de pas correct, surtout quand tu viens de commencer, tu sais pas si tu l'as bien fait ou pas. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouvais un petit peu dur au début. Il faut être capable de prendre une certaine distance, on pourrait dire, par rapport à ça, sans nécessairement donner moins d'efforts ou quoi que ce soit, mais se dire les vraies choses, c'est que ça pourrait ne pas fonctionner à cause de ça. C'est pour ça que c'est important de gérer les attentes du client aussi avant de commencer un mandat, surtout si le site web n'est pas optimisé ou quoi que ce soit. La gestion des attentes, c'est quelque chose qui est super important dans le service à la clientèle. Ouais, non, c'est certain ça. Et puis, tu demandais si je parlais pour un entrepreneur ou pour un client, etc. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de stratégies pour, je sais pas, quelqu'un qui a un site de e-commerce
quelqu'un qui vend des produits, des informations en ligne, quelqu'un qui a une entreprise physique. Ça ressemble à quoi les stratégies que tu utiliserais de base? C'est sûr que ça dépend toujours des industries parce que chaque industrie, chaque personne, Ouais. c'est des trucs différents. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine. Pour pas mal tout le monde, c'est quelque chose qui n'est pas encore. Ben, pour la majorité des gens, c'est quelque chose qui est connu, mais le remarketing, c'est quelque chose qui est super important en publicité, que ce soit sur Google ou sur Facebook. Le remarketing, ce que c'est tu installes un script, mettons le remarketing sur Facebook. Okay? Tu installes un petit script sur ton site web. Ça, c'est le pixel Facebook que ça s'appelle. Le pixel, lui, il se rappelle des personnes qui visitent ton site web, puis il garde dans sa base de données. Puis s'il voit, mettons, que cette personne-là a un profil Facebook, il l'associe avec son profil utilisateur, puis tu peux faire de la pub à ces personnes-là. Je pense que le pixel les garde pendant 180 jours. Puis tu peux faire la pub à ces personnes-là, juste eux autres qui ont visité le site web. Fait que là, ça devient vraiment avantageux parce que tu peux faire, par exemple, tes premières campagnes à un public cible qui ne te connaît pas encore. Tu vises un peu large, un message intéressant, etc. Puis là, après ça, sur ta campagne en remarketing, avec l'aide du pixel Facebook, par exemple, ton message peut être davantage axé vers la vente. Tu n'as pas besoin de présenter le produit autant que les autres publicités parce que les gens ont déjà visité ton site web, ils ont déjà un petit sentiment d'attachement un peu vers la marque. Fait que tu peux parler, par exemple, davantage d'aller plus direct vers la vente. Mais ça dépend toujours des industries aussi, sauf que peu importe l'industrie, le remarketing, c'est toujours quelque chose qui donne des résultats intéressants, c'est sûr et certain. Faut que ça fasse partie de l'entonnoir de vente. Puis d'ailleurs, ça m'amène à dire aussi, pour ceux qui veulent commencer à faire de la pub, premier conseil que je peux donner, c'est de gérer vos attentes à une certaine mesure, on pourrait dire, parce qu'il y en a qui pensent encore que je peux faire un ciblage super précis sur Facebook, je peux cibler les gens à Montréal qui aiment Céline Dion, mais qui aiment aussi Adele ou peu importe. Mais oui, tu peux faire super précis ton truc, mais c'est pas ça qui va être garant de ton succès non plus. Ton produit doit être vraiment en pointe, tes prix doivent être ajustés par rapport à la compétition. Il y a beaucoup de compétition sur la publicité sur Facebook puis sur Instagram, de plus en plus. Google aussi. Donc, pardonnez-moi. Donc, c'est important de se distinguer puis pas juste se fier au fait que tu peux faire du bon targeting. Ouais, donc le concept à garder en tête pour tous ceux qui débutent ou pas, c'est la notion de tunnel de vente. Que les gens sont pas au même niveau en ce qui concerne leur connaissance de votre marque, de ce que vous offrez, de ce que vous avez à vendre. Et donc, en fait, les publicités, ça peut nous aider à travailler les gens tout au long de ce tunnel d'acquisition. Peut-être une première publicité ou une première action, c'est de découvrir votre marque. Donc là, on est plus en mode information. Donc, ça peut être par des pubs, mais ça peut aussi être par des vidéos YouTube, des articles de blog, etc. Absolument. Et ensuite, une fois qu'ils ont démontré un intérêt, là, on peut passer plutôt en mode vente ou en mode fidélisation, etc. Voilà. Exact. Très bien dit. C'est le petit résumé du professeur. C'est vrai, félicitations, monsieur Ambroise. Merci. Et donc là, toi, tu es passé de cofondateur d'agence à Montréal à créateur de ton agence, en fait, personnelle. Absolument, absolument. Puis, c'est une affaire que je trouve vraiment cool. Puis, ça, chaque matin, je me réveille, je me sens super reconnaissant pour ça. J'ai pas de problème pour aller me chercher des clients. Mon acquisition de la clientèle, elle se fait bien parce que c'est tout souvent du référencement de d'autres clients, dans le fond, qui me réfèrent à leurs amis à eux. Donc, de ce côté-là, j'ai vraiment pas à me plaindre. J'ai du travail par-dessus la tête. Ça, c'est sûr et certain. Genre, je modifie encore mon truc, là, ce sera pas trop long. Là. OK. Ouais, le meilleur marketing, finalement, c'est le bouche à oreille. À une certaine mesure, oui, à une certaine mesure. À une certaine mesure, parce que les clients sont déjà... les clients, il y a déjà un sentiment de confiance, on pourrait dire, établi avec toi parce qu'ils connaissent déjà la personne qui t'a référé. Puis, non, c'est ça, j'étais super chanceux, mais le fait que j'avais une agence avant, puis j'avais quand même un réseau quand même assez fort, ça m'a beaucoup aidé aussi, là, c'est sûr et certain. Mais non, c'est vraiment ça, c'est drôle parce que c'est ça qui me motive aussi à une certaine mesure de tout le temps pouvoir faire plus. C'est que je me dis, si je me donne pas dans mon travail, si je fais pas ci, si je fais pas ça, ben je me ferai pas référer par mes clients, je me ferai pas ci. Fait que je veux que la machine continue de rouler. C'est sûr que je pourrais mettre en place d'autres façons d'aller chercher des clients aussi, éventuellement, mais j'avais comme trop de travail pour prendre le temps de m'asseoir puis de faire un bon entonnoir de vente. J'ai même trop de travail pour finir mon propre site web, imaginez-vous donc. Ça, c'est depuis que je suis parti en plus. Je peux dire aussi que s'il y en a qui veulent être nomades digital, un trait qui est super important, là, c'est
la discipline. C'est vraiment, vraiment important. C'est facile. C'est super facile de juste s'arrêter puis d'aller prendre une bière avec les amis dehors à côté des palmiers ou peu importe. C'est vraiment facile de faire ça. Puis à Chiang Mai, j'en ai vu beaucoup. Là. Il y en a beaucoup qui commencent comme digital nomade puis disent ah, c'est ça que je vais faire. Nanana. Puis finalement, ben, tout ce qu'ils font à longueur de journée, c'est comme pas grand-chose. Ils chill. Ouais. Ben, moi, pendant mes journées, je travaillais pendant 10 heures puis j'arrêtais pas. Puis après ça, la fin de semaine, j'avais du fun. Je faisais ce que je voulais. Mais il faut que tu prennes ça vraiment sérieusement. Il faut vraiment que ce soit comme c'est une business. Là. C'est ça que c'est. Ouais, exact. Et tu parles beaucoup de coworking. Je sais que tu es pas mal un fan de travail en coworking. Moi, j'en ai fait un petit peu. J'ai testé différents formats, etc. Moi, c'est peut-être pas le format qui me plaît le plus. Uh-huh. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience là-dedans et comment trouver un bon coworking en fait? Ouais, il y en a beaucoup. Fait que des fois, c'est surtout en Thaïlande ou à Chiang Mai, c'est facile de se perdre. Moi, ce que je faisais, c'était pour trouver un bon coworking, la première chose que je faisais, c'est tu regardes les installations. C'est sûr que c'est ça qui est le plus important. À savoir s'il y a des places pour des Skype rooms. À quoi qui ressemble les Skype rooms? Est-ce qu'il y a une cuisine? Est-ce qu'il y a un jardin dehors? Est-ce qu'il y a un espace où est-ce qu'on peut aller dehors s'amuser? Est-ce que la connexion Internet est bonne aussi? C'est toutes les variables à considérer quand tu cherches un bon coworking. Ça, c'est comme variables caractéristiques un peu plus de base, mais moi, où je vois beaucoup de valeur dans un coworking, c'est les gens qui vont là. S'il y a beaucoup de personnes qui sont dans un coworking, c'est vrai qu'il y a plus de bruit, mais de l'autre côté, il y a plus d'opportunités aussi de rencontrer du monde qui font la même chose que toi, du monde qui peuvent devenir des clients aussi, ça m'est déjà arrivé. Etc. Donc, je pense que la valeur ajoutée d'un coworking space, c'est pas juste les installations, c'est pas juste la connexion Internet, c'est les personnes qui sont là. Selon moi, ça m'a permis ça m'a donné beaucoup d'opportunités. Sans mon coworking space, en Thaïlande, j'aurais pas été ici en ce moment parce que c'est là que j'ai rencontré mon ami Valentin, mon pote roumain. C'est là que je l'ai rencontré. Puis sans ça, je l'aurais pas pu. Fait que, c'est des fois, c'est vrai que c'est cher comparativement à un café ou c'est gratuit ou peu importe. Mais de long term, on pourrait dire, je pense que ça vaut plus la peine des fois. Mais ça dépend des personnalités aussi. Moi, je suis tout le temps quelqu'un qui a aimé ça, aller socialiser avec les gens, puis savoir un peu qu'est-ce qu'ils font, puis ça, rencontrer des gens, quoi. Donc, pour moi, ça faisait plus de sens d'aller dans un coworking, mais ouais, non, c'est la chose la plus importante selon moi. Regarder si les personnes qui sont là, puis après ça, ben après ça, c'est selon toi. Ouais. Bah, moi, en fait, de mon expérience, les choses que j'ai remarquées, c'est que tu peux avoir des coworking qui sont super bien au niveau des installations, etc. Mais avec des gens qui travaillent depuis là, qui sont juste là pour travailler. Tu sais, ils ont payé, donc ils vont passer là 10 heures par jour, focus, ils vont pas lever les yeux de leur ordinateur. Mm-hmm. Votre coworking, c'est peut-être bien si tu veux du calme ou être focus sur ce que tu fais. Mm-hmm. Par contre, si tu veux rester un peu plus longtemps, comme souvent les nomades font, tu veux aussi un coworking qui a une vie sociale. Tu vois des gens qui vont aller manger ensemble le midi, qui vont avoir des événements, etc. Et je pense que c'est ça qui est dur à évaluer au début parce que l'endroit, si tu as des Skype rooms, Internet, etc., bon, tu choisis ce que tu veux voir, tu y vas, tu regardes, tu testes tout ça. Mais après, là, ce qui fait la différence, je pense que c'est comme tu disais, les gens qui y sont et puis aussi le travail qui est fait pour que les gens y connectent parce que c'est du monde qui tourne souvent aussi d'endroits. Oui, ça prend vraiment une bonne organisation du coworking space pour organiser justement des événements pour que les gens puissent se parler parce que sinon, même si tu as l'occasion, la personne est assise à côté de toi, les humains, on est fait de même, on ne sera pas nécessairement porté à aller parler à la personne si on n'a aucune raison valable d'aller lui parler. Fait que quand il y a des événements qui sont organisés, ouais, c'est vrai que ça aide beaucoup. Un truc que je peux donner, c'est avant de prendre parce que tu peux prendre plusieurs types de paiements, on pourrait dire, plusieurs types de forfaits. Pour le coworking, c'est d'essayer peut-être une semaine, quelques jours pour voir à quoi ça ressemble, puis faire le tour un peu, surtout à Chiang Mai, il y en a tellement que c'est vraiment facile de faire le tour. Moi, personnellement, j'allais à Pond Space. C'était mon préféré. Il y en avait 3 dans la ville de Chiang Mai, ou 4 peut-être. Puis c'est pas mal le plus gros coworking space là-bas. Puis je pense que c'est le plus cher aussi, mais pour la Thaïlande. Mais ça valait définitivement la peine. C'est là que j'ai rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis. Ça a vraiment fait une différence. Ouais, moi j'ai été aussi à celui-là justement à Chiang Mai. Yes. J'ai testé quelques autres formats aussi. Bon, moi j'aime plus les cafés finalement. Mais j'ai testé aussi le format, tu sais, dans le mall, en centre commercial à Chiang Mai, Maya, je pense. Maya, ouais, Maya, j'habitais juste à côté.
Ouais, bah, tout en haut, vers le cinéma, t'as un genre de café coworking où tu payes tes boissons, puis ce que tu prends, puis ça te donne un crédit de temps pour Internet. Ouais, je suis jamais allé là-bas, mais je m'ai entendu des bonnes choses. Mon ami Étienne Dupont, que je salue, avec qui a vécu avec moi pendant un mois en Thaïlande, lui a été allé quelques reprises, il m'avait dit que c'était cool. Ouais, bah, c'était T'avais-tu sympa. aimé ça? Ouais, j'avais bien aimé parce que c'était un mélange d'étudiants et de digital nomades qui était assez cool. Et Ouais. en fait, bon, normalement, t'achètes quelque chose et selon la valeur, t'as des crédits d'Internet. OK. Sauf que quand tu as un certain fournisseur de cartes SIM d'Internet mobile, en fait, là-bas, de Mhm. forfait, tu pouvais avoir accès à un hotspot gratuit qui était à côté. Donc moi, j'avais ça. Et donc je pouvais rester là-bas, en fait, sans limite de temps. Nice. C'était calme, c'était bien, c'était lumineux, puis c'était dans le centre Maya. Et tu sais, Ouais, au sous-sol, t'as plein de restaurants bons et pas chers aussi. Donc, effectivement. j'ai bien aimé ça. Effectivement. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est pour la bouffe en Thaïlande, c'est ça qui est cool. Moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui aime ça cuisiner, tu sais, puis je pense que là-bas, dans les 6 mois, j'avais dans mon appartement, j'avais une cuisine neuve, que j'ai jamais utilisée parce que dans la culture là-bas, c'est souvent fréquent que les gens vont juste sortir take-out, on pourrait dire. Il y a plein de petits stands dans la rue, etc. Il y a plein de petits restos, puis c'est pas cher non plus, donc pourquoi le faire s'ils le font si bien? Ouais. Exact. Puis tu as eu aussi des expériences avec tes logements quand tu étais en Thaïlande. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ces histoires et comment tes conseils pour trouver des bons logements en Oh voyage? man, ouais. Ça, c'est quelque chose que je peux parler pendant un petit bout de temps. Oh boy. En plus, tu t'en rappelles, je t'avais appelé, je pense, le jour d'après pour t'en parler, ça n'avait pas de bon sens. Bon, moi, avant de partir, je ne m'étais pas super préparé. Pour le travail, j'avais bien préparé mes trucs pour les relations clients, pour la communication, pour tout le workflow était bien préparé. Par contre, tout ce qui est personnel, on pourrait dire, visa, accommodation, logement en fait, etc. Oups, ça avait pas, je m'étais pas super bien préparé pour ça. Donc, ce que j'avais fait, je pense 2 jours, 3 jours avant de partir, en plus, je suis parti en décembre. OK? Décembre à Patong, à Phuket, c'est là où c'est la période la plus occupée de l'année. Ben, partons en Thaïlande. Ouais. Puis, 3 jours avant de partir, j'ai décidé de me booker mon Airbnb. Puis, c'était la première fois que j'ai utilisé Airbnb de ma vie. Donc, il y avait un bel appartement pour pas cher, quand même, dans le centre-ville. Ça répondait exactement à mes critères. Mais il n'y avait pas de commentaires ni d'avis qui avait été donné sur celui-ci. Puis moi, je ne savais pas que c'était super important sur Airbnb. Puis c'est vraiment le nerf de la guerre sur Airbnb parce que sinon, tu peux te faire avoir. Ouais. Partout, en fait, non? Même sur Ouais, ben oui, Amazon ou autre. Donc, absolument. Absolument. Mais tu sais, il n'y a pas de contrôle, on pourrait dire, comme par exemple sur d'autres sites. Mais en tout cas, je me suis pointé là-bas, puis finalement, obviously, c'était pas comme c'était sur les photos, mais pas du tout. L'appartement était complètement dégueulasse, presque pas nettoyé aussi. Les autres mhm. personnes qui habitaient dans le même bloc, on pourrait dire, c'était du monde un petit peu bizarre. Puis c'est ça, j'avais trouvé des puces de lit. C'était pas des puces de lit, c'était des puces d'animaux, je pense, dans ma chambre. Là, j'avais plein de petites piqûres sur les jambes. Puis là, j'avais freaké out. En plus, c'était ma première fois en Thaïlande. J'étais super hors de ma zone de confort, vraiment vulnérable. Là, tu sais. Puis là, je suis allé voir la madame du Airbnb. Je dis, gars, ça n'a pas de bon sens. Ben, tu vas me rembourser mon mois, je vais aller ailleurs parce que il n'y avait rien qui était. Il y avait rien qui fitait par rapport aux descriptions, par rapport aux images, c'était dégueulasse. Puis en plus, j'étais au 5e étage. Puis les poubelles, il y avait comme une genre de poubelle pour les personnes au 5e étage, puis il n'était jamais sorti. Puis il fait chaud en Thaïlande. Hein. Fait que si tu ne sors pas ta poubelle, là, ça sent pas bon. Ça sentait jusque dans ma chambre, je te jure. Puis Ah ouais. un soir, à un moment donné, c'est ça, je me suis tanné, j'ai été voir la madame. C'est mon 3e soir. Puis après ça, j'ai appelé Airbnb pendant la nuit pour qu'il annule mon truc. Puis je parlais peut-être fort au téléphone. Quand j'ai raccroché, je pense que je me suis couché 1 heure, juste un peu. Puis quelqu'un cognait à ma porte. Là, je pensais que c'était la propriétaire qui s'en venait pour essayer d'arranger les choses ou quoi que ce soit. Fait que moi, j'ai pas pris la chance, pas pris la peine de vérifier. J'ai ouvert la porte, puis c'était comme un russe, mais je pense qu'il est russe, tatoué genre de la tête aux pieds. Moi, je pensais qu'il travaillait là-bas. Fait que là, j'étais comme, il commençait à parler en anglais. Je suis comme, ça va dessus, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il est rentré dans ma chambre. Là, je suis comme, OK. Là, dans ma chambre, j'avais mon MacBook, j'avais mon cell, j'avais ma caméra qui vaut quand même cher. Tout était à découverte. Puis là, le gars, il commence à me parler genre un anglais vraiment cassé. Je comprenais pas ce qu'il disait. Puis Ouais. ça avait l'air d'être du russe aussi, je pense. Je suis vraiment pas sûr. Puis il s'allumait une clope dans ma chambre. Là, ça fait genre 3 minutes, 2 minutes qu'il est dans ma chambre. Là, moi, ça fait genre 3 jours que je suis arrivé. J'étais encore super décalage horaire comme jamais. Je suis fatigué. Puis je suis vraiment pas dans ma zone de confort, vraiment pas.
Donc là, ça m'a foutu les jetons, comme on dit en français. Puis là, après ça, je dis au gars, regarde, je veux pas de problème, laisse-moi tranquille, non, je vais juste partir. Puis là, après ça, le gars, après sa clope, il est allé aux toilettes pour pisser. Puis, bon, il a flushé la toilette au moins. Puis après ça, il m'a regardé, puis il m'a comme accoté un peu sur le mur, il m'a dit, si je voulais des problèmes, ça fait longtemps que ça serait fini, puis il m'a comme montré avec son point. Puis, en tout cas, finalement, le gars, il est venu dans ma chambre parce que je pense que je parlais trop fort au téléphone. Puis ça devait le déranger, je sais pas. Il t'a jamais dit que c'était pourquoi? Ben, il me l'a dit, mais je comprenais pas ce qu'il disait. Ouais. Okay. Fait que là, le lendemain, moi, j'ai capoté, moi, là, j'ai des problèmes parce que j'avais pris mon truc pour un mois, puis j'étais supposé passer un mois là-bas. Fait que là, j'avais mon coworking space là-bas, j'avais des trucs d'arranger, mais là, le logement, j'étais foutu, puis c'est la fin de c'est la saison la plus occupée. Donc, il a fallu que je vive d'hôtel en hôtel pendant un mois, quitte à ce que j'aille dans une auberge de jeunesse pendant comme peut-être 2 semaines, je pense, 1 semaine et demie, quelque chose comme ça. Parce que je veux pas, même si c'est pas cher en Thaïlande, mais Phuket, en général, c'est quand même plus cher qu'ailleurs, là, en Thaïlande. Mais c'était l'enfer. Quelle façon de commencer un périple. Tu sais, je vous le dis, là, au début, là, je pensais comme repartir. Je suis OK, j'ai vraiment fait une mauvaise idée. Là, je suis pas fait pour ça, blablabla. Même si j'ai tout le temps aimé voyager, j'étais pas. Mais à un moment donné, je me suis dit, regarde, laisse les choses aller, puis on va s'ajuster, puis on va voir. Il est trop tôt pour faire quoi que ce soit. Puis finalement, ben, après ça, j'ai appris de mes erreurs. Ouais, c'est ça. Bah, t'as appris qu'il fallait regarder les reviews avant de booker quelque chose à l'étranger ou même partout, là. Exact. Okay. Donc ouais, bien regarder les reviews sur Amazon aussi, mais sur Airbnb. Et puis, c'est une validation aussi que c'est quelque chose de bon pour vous. Après Airbnb, ils ont quand même un bon support à la clientèle, etc., parce qu'ils savent qu'il peut y avoir des problèmes. Donc, je crois qu'officiellement, tu as 24 heures, je pense, pour dire quelque chose. Ouais, je t'avoue que j'ai dealé avec eux autres à 2 reprises parce qu'après, après, j'ai eu d'autres problèmes avec une autre place. En fait, c'est un logement qui n'existait même pas finalement. Puis le gars, en tout cas, longue histoire. Ouais. Puis ils sont quand même forts parce que je sais pas si les politiques ont changé, là, mais moi, quand j'avais eu mon problème, ben, je leur ai envoyé des preuves, j'ai pris des photos. Je leur envoie ça, puis ils répondent rapidement. Il y a tout le temps un support au téléphone ou en ligne qui est là pour t'aider. Puis peut-être 3 jours à l'hôtel. Le temps de te trouver un autre endroit, dans le fond. Ah oui. Donc, j'ai trouvé ça quand même assez sympathique parce que. Mais ça a été quand même. Ça a été pertinent, mais je pense que j'ai fait leur truc de. J'ai vraiment eu 3 problèmes, je pense, 2 ou 3 problèmes avec des Airbnb. Fait que à 3 reprises, ils m'ont payé 3 nuits à l'hôtel. Ouais. Mais ça valait quand même, tu sais, c'était beaucoup de stress. Là. Tu viens juste d'arriver en plus, puis tout, là. Wow. J'imagine. Et donc, bon, toi, pour résumer, tu as choisi de devenir nomade, tu es parti le tester en Thaïlande, etc. Après, tu as bougé un petit peu aussi, tu t'es promené en Europe, tu as été à différents endroits, à Prague et tout ça. Exact. Et tu as décidé de t'installer en Roumanie. Ouais. Et donc là, tu es resté quoi, 1 an là-bas environ? Ouais, ça fait 1 an que je suis ici en Transylvanie, dans le pays de Dracula. Et donc après, tu vas encore bouger à Malte, mais tu vas t'installer vraiment pour un moment? Chypre, pardon. Ouais, Malte, c'était... Il y a beaucoup de nomades qui sont à Malte aussi, entrepreneurs. Oui, effectivement. Quand je suis allé il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré du monde très intéressant là-bas. Mais non, je suis un peu plus de fun à Chypre, je te dirais. Mais oui, non, c'est ça, c'est le prochain move. Là, Et ouais, ce que je voulais dire avec ça, c'est que c'est intéressant de voir ton parcours de nomade. Tu as fait ton chemin en nomade, tu as testé plein de choses, tu as eu plein d'aventures de tout type. Mais tu as choisi de t'installer à différents endroits, tu vois, et maintenant tu es plutôt un expatrié qu'un nomade en fait. Ben oui, dernièrement ici, c'est ça que c'est quand ça fait 1 an que tu habites quelque part. C'est vrai que les choses sont différentes. Une chose qui me tapait un peu ses nerfs en Thaïlande, c'est un peu pour ça que je suis pas retourné, c'est que les gens que tu rencontres, tu vas avoir un bon lien d'amitié parce qu'ils ont beaucoup de choses en commun avec toi, ça clique tout de suite, etc. Mais ils sont tout le temps là pour 2 semaines, 1 mois, 2 mois, moins que ça. Puis après ça, c'est goodbye, on se revoit plus. Fait que il faut tout le temps que tu te refasses un peu un genre de cercle d'amis, puis ça devient vraiment fatigant. Tu as dû vivre la même chose toi aussi. C'est fun au début parce que tu rencontres plein de gens, les choses vont vite, tu as des belles histoires, etc. Sauf que après un certain bout de temps, puis tu es un nomade aussi, tu le sais comme moi, tu finis par te sentir comme seul un peu, là, puis tu perds un peu, pas ton identité, mais tu te sens seul, tu n'as pas tes points de repère avec toi. Puis ça, c'est quelque chose qui me fatiguait un petit
peu quand même parce que c'est pas toujours évident. Tu sais. Tandis que là, à Cluj, ici, j'ai un bon cercle d'amis. C'est ma deuxième maison maintenant, je te dirais, parce que quand je vais partir à la fin du mois, si jamais je décide de retourner à quelque part, tu sais, je vais tout de suite penser à Cluj parce que ça fait un an que je suis là, j'ai mon cercle d'amis. Les choses sont un peu plus stables, on pourrait dire, puis ça aide beaucoup pour le focus, pour le mindset, etc. Donc, ouais, non, c'est l'affaire que je trouve un petit peu dur. Fait que c'est ça qui est cool ici, c'est que j'ai un bon cercle d'amis quand même que je vois plus régulièrement. Fait que c'est quand même pas mal sain. Puis, à Chypre, c'est un peu la même chose. J'ai quand même des bons amis qui habitent là-bas aussi, donc on fait pas trop avec ça. Ok. C'est intéressant en tout cas de voir ça. Puis bon, dans le monde nomade, on voit aussi pas mal ça des gens qui, de base, ils aiment bien voyager, ils ont leur business en ligne, ils arrivent à gagner de l'argent en ligne, et que finalement, ils finissent par s'installer quelque part parce que c'est fatigant et c'est toujours perpétuel. Tu dois te refaire des amis, trouver où tu vas, etc. Ouais, c'est Et vraiment au pas final, facile. à terme, je trouve que les nomades, principalement, tu as trois types de nomades, deux profils, quoi. Trois profils. T'as ceux qui vont toujours être en train de bouger. Genre, ils vont jamais s'arrêter parce qu'ils aiment juste bouger et c'est ça qu'ils cherchaient. T'as ceux, plus ton profil qui vont se dire, OK, je veux quitter ma vie actuelle et gagner mon argent en ligne à distance, voyager, découvrir le monde. Et puis qui finalement, au bout de quelques temps, vont trouver un endroit sympa et s'installer un peu. Quitte à bouger tous les ans ou autre. Et puis après, tu as le mode peut-être un peu hybride où, par exemple, moi, tu vois, je suis basé à Montréal, mais je vais être ici la plupart du temps, mais je vais être en voyage entre 3 et 6 mois par an, dépendamment de ce que j'ai envie ou pas, tu vois. Je trouve que c'est trois bons personnages, Ambroise, très on point. Comment tu les targeterais, ceux-là? Pardon? Comment tu les targeterais, ceux-là, en pub? Tu commences déjà par targeter les expatriés. Déjà là, c'est quelque chose qui est possible. Fait que c'est déjà un bon départ. Après il y a certains personnages qui sont peut-être un peu plus compliqués à targeter, mais je pense que je séparerais peut-être pas les trois personnages si je faisais une campagne. Ouais. C'était une question comme ça, un peu bullshit, là, mais. Ah, j'adore. Ouais, donc c'est un peu une conclusion que je tire de ça, c'est qu'il y a différents profils, et puis de toute façon, le principal, c'est que chacun trouve son moyen de voyager, de travailler, puis créer sa vie autour de ça. Surtout si tu veux le faire à long terme, il faut que ça te corresponde et que tu te sens bien là-dessus. Ouais, puis ceux qui veulent essayer pour commencer aussi, la chose à faire, des fois, c'est tu l'essayes pendant 2 semaines, une semaine, quelque part, puis tu travailles à distance, tu fais un peu tes trucs, voir comment ça fonctionne. Si tu vois que tu es capable d'être productif, si tu vois que tu t'amuses, puis tu vois que tu as besoin de plus, c'est là que tu le sais. Si tu as l'impression que j'ai hâte de retourner à la maison pour ça, ben, c'est peut-être pas fait pour toi. Mais si après ton 2 semaines, t'es comme shit, man, c'est vraiment trop long, faut que je fasse je peux pas rester comme ça, ben là, à ce moment-là, ouais, probablement que tu devrais peut-être continuer l'expérience parce que c'est quelque chose qui est fait pour toi. Ok. Yes. Bonne séparation. Ok, bah écoute Ben, on approche de la fin de l'interview. En général, je pose des questions rapides à la fin pour te connaître un petit peu mieux et puis avoir des astuces pour les gens qui écoutent. Yes. Donc, première question rapide, c'était quoi ton pays, le pays préféré en tant que nomade? Man, c'est dur ça parce que même moi j'y pense, je me fais souvent poser la question là, tu sais. Puis j'ai pas vraiment de réponse parce que la Thaïlande, j'ai adoré pour certains trucs. Ici, la Roumanie, étrangement, il n'y a personne qui pense aller en Roumanie, là, c'est ça qui est spécial un peu. Il y a vraiment certains trucs qui font en sorte que c'est vraiment cool ici aussi. Donc, c'est sûr que je suis resté 1 an ici, puis je suis resté 6 mois en Thaïlande. Donc, si on regarde les chiffres, peut-être que je me plais plus en Europe en général, en tout cas du moins qu'en Asie, parce qu'en Asie, c'est vraiment complètement différent, mais ça vaut vraiment la peine de le vivre quand même. Puis, ouais, je te dirais que la Thaïlande ou la Roumanie, c'était pas mal les deux endroits, à date en tout cas, parce que le périple n'est pas encore terminé. C'est vraiment les deux endroits où je me plais. Puis là, en passant, quand je dis Roumanie, c'est en Transylvanie, à Cluj-Napoca. C'est vraiment une ville spéciale, un peu à part, parce que c'est une grosse ville d'IT et tout, donc c'est quand même assez urbain quand même comme endroit. Puis, ouais, c'est ça. Ok, parfait. C'est quoi? Moi, j'aime quand même beaucoup Prague. Prague, c'est une belle ville. Ouais. Parce que je trouve que tu peux vivre pour pas trop cher, que tu as tout ce que tu veux. Internet est rapide, et que niveau culture, etc., il y a beaucoup de choses. Puis, tu sais, tu peux être installé là-bas et tu es en Europe, donc il y a des billets d'avion pas chers pour aller pas mal partout. Donc, ouais, c'est pas un pays, mais bon.
Ouais. Après, après je sais que c'est une question difficile, mais j'aime bien parce que ça ouvre la discussion un peu. Ben oui. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi en Asie, j'ai beaucoup aimé la Thaïlande Mhm. et, euh, et puis l'Indonésie aussi, surtout Bali. Ouais, Bali, je suis même pas allé, mais c'est comme un autre spot où beaucoup de nomades digitales vont. Ouais. Ça dépend du type de nomade digital. Moi, j'aime ça quand je suis un peu le seul, des fois. Quand il y en a trop, des fois, c'est comme, ah, ok, tu fais la même affaire. C'est le fun, mais comme, tu sais, il faut que ce soit équilibré un petit peu. Ouais. Ah, Donc deuxième question rapide entre guillemets. Est-ce que tu as une astuce de voyage cool à nous partager? Ça peut être sur niveau technologique, au niveau d'avion, au niveau de tes bagages. Qu'est-ce que tu as en tête? euh, euh, ben, la chose que je veux dire vite fait, c'est utiliser le site. Il y en a d'autres, là, mais moi, j'utilise le site Skyscanner Ouais. pour mes billets d'avion, puis ça donne vraiment une différence. Et des fois, j'ai acheté des billets, mettons juste sur Expedia, par exemple, puis je me faisais vraiment avoir parce que je ne pouvais pas voir l'entité, on pourrait dire, des autres compagnies ou vols disponibles. Donc, Mhm. c'est le conseil que je donnerais. Ouais, Skyscanner, Ok. c'est fouiller pour les billets d'avion parce que des fois, c'est comme. Ouais. Des fois, tu peux avoir vraiment une différence de prix, puis tu sais même pas, tu sais. Ok, ça marche. Et dernière question rapide comme ça. Est-ce qu'il y a un objet ou un accessoire un peu différent, insolite, unique avec lequel tu voyages? Oui. Ça. Ok. C'est un petit Tu teddy montrais à bear. la caméra de ton laptop? Hein? Ok. Comme ça, un petit teddy bear. D'accord. Je l'ai eu en fait en Thaïlande, c'est une amie qui m'avait donné ça. Puis euh, puis c'est ça, dans le fond, je l'avais gardé sur mon. Je me fais comme un rituel, je le garde sur mon backpack. Euh, mais là, il faut que je le répare là, parce que la chaîne est cassée. Là, mais ouais, je la coroche sur mon sac à dos. Puis c'est un petit ourson qui a visité la planète. Ben, pas la planète, l'Asie et l'Europe. C'est ton compagnon de voyage, quoi. Ouais. Très nice. Ok. Alright. Et ben écoute, merci beaucoup Ben. Merci Ambroise. Puis petite dernière question, où est-ce que les gens peuvent te retrouver en ligne s'ils veulent en apprendre plus sur toi, ce que tu fais? Ouais, ben, Instagram, Benoît STL, ou taper Benoît Saint-Laurent, mais Benoît STL, ça va peut-être plus facile. DM, direct messages, ou bien si c'est plus professionnel, mon adresse courriel, c'est maestro, maestro, benoît-saint-laurent.com. Benoît Saint-Laurent, Ouais. c'est benoît-laurent.com. Ces deux façons-là, c'est vraiment les plus efficaces pour me rejoindre. Ok, maestro. Merci, Pirate. Bah écoute, merci. Et puis bah, donne-nous des nouvelles de ton déménagement à Chypre alors. Définitivement, une invitation lancée pour toi aussi. Ça marche. Yes, sir. Ciao. Salut!